Ah bon? Sympa. Grazie. Che bello. À vous la parole d'abord. Oui, bonjour. Je me présente. Je m'appelle Linda Kellil de la Ligue des droits et libertés. Merci de votre présence en grand nombre aujourd'hui à la conférence de presse avec Maître Francesca Albanese, rapporteuse spéciale des Nations unies sur la situation des droits humains dans les territoires palestiniens occupés. Maître Albanese est une juriste et chercheuse italienne spécialisée en droit international. Elle est depuis le 1er mai 2022 nommée rapporteuse spéciale des Nations unies pour un mandat de 3 ans. La conférence de presse aujourd'hui est organisée par la Coalition du Québec Urgence Palestine et la Ligue des droits et libertés dans le cadre d'une tournée de Maître Francesca Albanese de 4 villes canadiennes du 2 au 8 novembre. Elle nous parlera aujourd'hui du dernier rapport qu'elle a publié et présenté aux Nations unies la semaine passée, l'effacement colonial par le génocide. Rapidement, pour le déroulement de la conférence de presse, donc, débutera par une allocution de Maître Albanese, suivie de quelques mots par Raymond Legault, porte-parole de la coalition. Puis, par la suite, il y aura une période de questions pour les journalistes. Il ne sera pas possible aujourd'hui pour le public de poser des questions, mais demain, il y a deux conférences publiques de Maître Albanese à l'Université McGill et l'Université de Montréal auxquelles vous pourriez participer. Donc, pour la période de questions, on prendra les questions tout d'abord en français, puis par la suite en anglais. Ça sera une question et une sous-question. Et Maître Albanese devra quitter autour de 14h10 environ. Alors, je vous cède la parole. Merci beaucoup, Maître Albanese. Merci beaucoup à toutes et tous. Avant toute chose, je souhaite rendre hommage aux gardiens traditionnels de la terre où nous réunissons aujourd'hui. Je pense, vous m'entendez bien? Okay. Les Adenoshani et les Ganyegaka. J'espère de bien prononcer leur nom. Je comprends que le Djuriake est situé en territoire autochtone qui n'a jamais été cédé par voie de traité et accueille aujourd'hui plusieurs peuples autochtones. Et en tant que visiteur dans ce pays, mais aussi en tant qu'Européenne originaire du continent où le colonialisme a pris naissance, en tant que méthode de contrôle, d'exploitation et de subjugation des natifs, dans ce qu'aujourd'hui nous appelons le Sud global, mais évidemment on n'est pas dans le Sud global ici, je tiens à dire à tous les peuples autochtones ici présents que je suis consciente que vous n'avez jamais cédé votre souveraineté et que votre lutte pour une véritable reconnaissance de nation en nation se poursuit comme celle d'autres peuples autochtones dans ce pays et ailleurs dans le monde, y inclut la Palestine. Ce qui m'amène ici, c'est le travail de récolte de données et analyse de ce qui ne peut pas être défini d'autre façon qu'un génocide. Je viens de présenter devant l'Assemblée générale de l'ONU mon dernier rapport de cette année qui s'appelle justement, comme ça a été dit, le génocide en tant que comme effacement colonial. Ce rapport s'inscrit dans la continuité de mon précédent rapport, Anatomie d'un génocide. Et ça veut être surtout une réponse au discours dominant qui est surtout en Occident, qui remplit l'espace de la discussion. Confronté à la catastrophe inhumaine qui a été délibérément infligée aux Palestiniens, construite sur plusieurs demi-siècles d'occupation et d'apartheid, la discussion autour de la possibilité qu'Israël ait commis des actes de génocide demeure étonnamment contestée, en particulier en Occident. En raison de raisonnements excessivement techniques et réducteurs,
certains considèrent que la jurisprudence actuelle rend impossible l'attribution de cette qualification à ce qui se passe actuellement dans les territoires palestiniens occupés, surtout à Gaza, et l'application stricte de l'obligation de la Convention sur le génocide de prévenir le crime des crimes. Et c'est ce que dans mon rôle de relatrice spéciale, j'estimais être mon devoir d'aborder de toute façon possible les mesures à notre disposition afin que la justice ne soit pas refusée encore une fois au peuple palestinien et qu'on continue à le laisser mourir comme des animaux ou des subhumains, comme les leaders israéliens les ont définis plusieurs fois depuis les derniers 12 mois. Invisibles dans leur souffrance, dans leur humanité, dans leur droit à être et à se déterminer dans ce monde. Le mois de mars, j'ai conclu qu'Israël avait commis, qu'il y avait des raisons pour conclure qu'Israël avait commis des actes de meurtre de membres du groupe à Gaza, des atteintes graves à l'intégrité physique ou mentale des Palestiniens à Gaza, et la soumission intentionnelle de la population de Gaza à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique, totale ou partielle. Les événements survenus au cours des 6 derniers mois depuis mon dernier rapport n'ont fait que confirmer ces conclusions, selon lesquelles Israël mène une campagne génocidaire contre les Palestiniens, une campagne qui risque sérieusement s'étendre à la Cisjordanie. Et je vous demande donc de prendre quelques instants pour penser aux Palestiniens partout dans le monde, même dans ce pays, qui sont confrontés à cette réalité horrifique qui se passe contre des membres de leur peuple. Parce que je dis un peuple comme un corps. On coupe un bras, c'est le corps entier qui souffre. Et c'est la même chose pour le peuple palestinien, qui est tué, il est insulté, il est accusé. Donc on déresponsabilise pas seulement le gouvernement israélien, qui menace de cette façon pas seulement les Palestiniens, mais aussi ses citoyens, et les Juifs et les Juives de partout dans le monde, mais aussi nos gouvernements occidentaux, qui continuent à soutenir Israël dans ce qu'il fait. À Gaza, les bombardements constants, les tirs de snipers, les frappes d'artillerie d'Israël n'ont épargné personne, des journalistes, des étudiants, des mères, des enfants, des universitaires, des médecins, des infirmières, des personnes atteintes d'handicap, des personnes affamées et sans abri, ou encore des travailleurs humanitaires, y compris des membres du personnel de l'ONU, même dans les prétendues zones humanitaires. Et selon les estimations, cet assaut israélien contre Gaza a déjà tué, blessé, mutilé ou enterré sous les décombres au moins 155 000 Palestiniens. Des familles entières ont été exterminées. Des femmes enceintes et plus que de 700 bébés sont parmi les 17 000 enfants qui ont été massacrés seulement à Gaza dans les derniers 12 mois et quelques. Et Gaza est aujourd'hui un désert de gravats, d'ordures et de restes humains où les survivants s'accrochent à la vie au milieu de privations et de maladies qui se répandent. Les Palestiniens piégés là-bas ont subi un niveau de violence sans précédent ces jours-ci. Prisonniers torturés et violés, des corps mutilés, profanés, pourrissant dans les rues, destruction de maisons, violation de la vie intime, déplacements forcés incessants dans un territoire rendu invivable, sans aucun refuge ni accès aux besoins les plus élémentaires. Tout cela conçu de manière délibérée. Les fosses communes d'où émergent des membres tordus, encore attachés à des perfusions ou ligotés, témoignent des histoires d'horreur dont les détails sont perdus dans le blé. Et pourtant, Israël continue à intensifier le jour par jour son assaut. Rien que ces 3 dernières semaines, Israël a orchestré une attaque féroce contre le nord de Gaza, assiégeant, dépeuplant, bombardant, brûlant vifs, enlevant et exécutant des milliers de civils.
Des schémas troublants similaires se sont étendus en Cisjordanie. Depuis octobre 2023, les forces israéliennes ont mené plus de 5500 raids et accompagné plus de 1000 attaques violentes des colons, tuant 735 Palestiniens, qui est 10 fois le taux de mortalité annuel en Cisjordanie dans les 20 dernières années, et parmi lesquels 167 enfants, qui est 5 fois le taux d'enfants exécutés en Cisjordanie dans toutes les années où les Nations Unies ont compté les morts. Effectivement, 24 ans. Israël a imposé des sièges répétés aux villes, aux camps de réfugiés, nivelés comme à Gaza, des infrastructures essentielles, des routes, des canalisations d'eau et d'égouts, et des réseaux énergétiques, des hôpitaux et tout. De tout cela en déplaçant 3200 Palestiniens et dépeuplant 18 communautés, qui signifie qu'Israël a affecté presque 200 000 personnes directement, dans la saisie de terre la plus grande dans les derniers 30 ans. Israël a procédé à des arrestations en masse, aussi en Cisjordanie, des étudiants, des avocats, des journalistes, des profs, des défenseurs des droits de l'homme et bien sûr des enfants. Désignés arbitrairement comme terroristes ou menaces pour la sécurité nationale, ils ont été soumis à des abus systématiques et de la torture et même du viol. La dévastation infligée aux Palestiniens en tant que peuple depuis plus qu'un an, ainsi que la douleur et la perte subie par chacun d'eux, compris ceux forcés de regarder en exil leurs proches et membres de la communauté se faire massacrer, calomnier, diffamer, résonnera pendant des générations, économiquement, politiquement, socialement, humainement. Israël a tenté de les déplacer et de s'approprier de leurs terres et d'autres ressources. Pourquoi? Pour les remplacer. De manière surprenante, au lieu de mettre un frein à cette dynamique, une minorité d'États membres des Nations Unies, très puissant, a fourni un soutien militaire, économique et politique à Israël, exacerbant la dévastation causée. L'amnésie coloniale de l'Occident, à savoir ce pays, a cautionné le projet de colonisation de développement d'Israël depuis la naissance même en tant qu'État, jusqu'à son occupation oppressive depuis le 1967, la fermeture asphyxiante de Gaza depuis 1993 et ses assauts militaires sur Gaza depuis le 2007. Le génocide en cours maintenant est sans doute la conséquence du statut d'exception qui a été garanti à Israël depuis sa naissance. L'absence de responsabilité a permis à cet État de violer effrontément le droit international, y compris les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, de l'Assemblée générale, du Conseil des droits humains, les ordonnances de la Cour de justice internationale, et a permis à Israël de continuer ses actions sans entrave. Le monde goûte maintenant aux fruits amers de l'impunité accordée à Israël. Cette tragédie était prévisible. On ne l'a pas arrêté dans le passé, il faut l'arrêter maintenant. C'est pour ça que je demande au Canada, au minimum, de reconnaître officiellement ce qu'Israël est en train de faire en tant qu'État d'apartheid qui viole constamment le droit international. Le Canada est appelé à utiliser toute son influence politique en commençant par un embargo total des armes et l'imposition de sanctions, qui signifie ne pas vendre, ne pas acheter des armes et des services de sécurité et des services de surveillance, pour qu'Israël arrête l'assaut contre les Palestiniens, accepte un cessez-le-feu, c'est-à-dire une façon gentille peut dire arrête de commettre des actes de génocide, et se retire complètement du territoire palestinien occupé, conformément à l'avis consultatif de la Cour internationale de justice du 19 juillet 2024, et appuyer le déploiement d'une présence internationale de protection dans l'ensemble du territoire palestinien occupé en même temps. Merci beaucoup.
Je vais prendre juste 2-3 minutes avant que les médias puissent poser toutes leurs questions à Francesca Albanese. Les recommandations de son rapport sont claires concernant les obligations des États pour mettre fin à un génocide en cours et les actions spécifiques à poser justement à ce sujet-là qu'a fait le Canada. Pendant des mois, le Canada s'est contenté d'exprimer, de soutenir un supposé droit d'Israël de se défendre, un droit qui n'existe pas en droit international pour une puissance occupante. Le Canada a ensuite exprimé des préoccupations, s'est mis à déplorer un trop grand nombre de victimes civiles. Il a finalement demandé un cessez-le-feu, mais sans rien faire pour qu'il advienne. Le Canada n'a posé aucun geste pour empêcher une invasion israélienne à Rafah, se contentant de répéter pendant 3 mois qu'une telle invasion serait inacceptable. Même aujourd'hui, après presque 13 mois d'un génocide annoncé et toujours en cours, le Canada est inactif et consent objectivement au génocide. Le contraste avec la réaction du Canada face à l'invasion de l'Ukraine est frappant. Dans le cas de l'Ukraine, le Canada a immédiatement mis en branle tout un train de sanctions contre des proches collaborateurs du pouvoir, des entités financières de défense et d'énergie et des banques. Il a interdit les exportations pouvant profiter à l'armée russe et celles des services essentiels au fonctionnement des industries pétrolières, gazières et chimiques de la Russie. À peine une semaine après le début de l'invasion russe en Ukraine, avec 38 autres États, le Canada a demandé au procureur de la Cour pénale internationale d'enquêter sur d'éventuels crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis par la Russie en Ukraine. À peine 2 mois après le début de l'invasion russe, le Parlement canadien a adopté une motion condamnant des actes de génocide contre le peuple ukrainien. Mais face à l'horreur sans fin et sans nom à Gaza, rien de tout ça. Les 2 poids, 2 mesures et la complicité sont on ne peut plus évidents. En fait, le Canada a armé et continue vraisemblablement d'armer Israël dans le génocide en cours. D'octobre à décembre 2023, le Canada a autorisé un montant record d'exportations militaires vers Israël. C'est seulement au mois de mars 2024 que le gouvernement a annoncé que depuis janvier, il n'accordait plus de nouveaux permis d'exportation d'armes vers Israël, mais qu'il allait quand même respecter les ententes déjà signées, ce qui veut dire que les armes allaient continuer d'être livrées à Israël. En septembre 2024, la ministre Mélanie Joly a finalement déclaré que le Canada ne laisserait, je la cite, « aucune forme d'armes ou de pièces d'armes être envoyées à Gaza, un point c'est tout ». Mais qu'en est-il vraiment? Quand Mme Joly parle de Gaza, est-ce que ça veut dire que ça peut continuer d'être exporté vers Israël pour la Cisjordanie, pour la guerre au Liban, pour les bombardements contre l'Iran? Qu'en est-il des armes qui sont exportées vers les États-Unis? Les compagnies canadiennes qui exportent des armes vers les États-Unis n'ont même pas besoin de demander de permis à ce sujet-là et une grande partie du commerce des armes canadien transige par les États-Unis. Mme Joly a dit que 30 permis d'exportation d'armes avaient été révoqués l'été dernier, alors qu'on sait qu'il y en avait au moins 210 en vigueur. Et les 30 qui ont été révoqués, elle a refusé de dire de quelle compagnie il s'agissait et de quels armements il s'agissait. Suite à l'avis consultatif de la Cour internationale de justice du 19 juillet déclarant illégale l'occupation et la colonisation israélienne des territoires palestiniens, le Canada a simplement demandé à Israël de répondre à l'avis. Le 18 septembre, il s'est abstenu sur une résolution de l'ONU donnant au maximum 12 mois à Israël pour se retirer des territoires palestiniens occupés. Et au lieu d'exiger le démantèlement des colonies, le Canada impose des sanctions contre 15 colons individuels. Par son positionnement en tant qu'allié indéfectible d'Israël, par ses appels à un cessez-le-feu sans instaurer de sanctions économiques et sans embargo complet et immédiat sur les armes à destination d'Israël, le Canada est complice du génocide perpétré par Israël. Le gouvernement du Québec manque aussi totalement à ses obligations internationales en ouvrant un bureau à Tel Aviv dans un tel contexte effroyable, tout comme la Caisse de dépôt et placement du Québec qui maintient ses 14 milliards d'investissements dans des entreprises associées aux crimes d'occupation, de colonisation et de génocide commis par Israël. Oui, merci Maître Albanese, merci Raymond Legault.
Donc, ça va être maintenant la période de questions des journalistes. Donc, si vous voulez me faire signe, si c'est possible de dire votre nom, votre média, une question, une sous-question. Oui, oui. À moins que vous vouliez le micro. C'est à votre guise. Merci. Oui, bonjour. J'ai deux questions pour Madame Albanese. La première serait, face aux résistances des États membres des Nations Unies, d'appliquer les recommandations de l'ONU, n'avez-vous pas l'impression qu'on atteint une limite des Nations Unies dans l'application du droit international, de la protection des personnes? Est-ce que vous voulez comprendre plus de questions? Je vais répondre. D'accord, pas de problème. Est-ce qu'on a atteint une limite dans la possibilité des Nations Unies d'appliquer le droit international? Bien sûr. Mais à mon avis, et disons que la communauté des droits humains, qui inclut bien sûr des experts indépendants des Nations Unies, des organisations de la société civile internationale, israélienne, palestinienne, et aussi des académiciens et des activistes partout dans le monde, on disait depuis des décennies. Disons, la violation du droit international qui a eu lieu pendant des décennies dans le territoire palestinien occupé était quand même une frappe très grave au cœur du système onusien. Parce que quand même, il y a des centaines de résolutions des Nations Unies qui ont été violées constamment par Israël. Et aucune mesure a été prise par le Conseil de sécurité ou des États individuels. Et moi, je mets toujours l'accent sur les États occidentaux. Mais aussi les États du Sud global, ce sont très peu, en fait, qui se sont conformés au droit international en ne pas gardant des accords diplomatiques, économiques, financiers, militaires avec l'État d'Israël. Mais depuis, et aussi la construction des colonies, le soutien aux colonies, le maintien de relations économiques, diplomatiques avec l'État d'Israël, tandis qu'il a élargi son plan d'annexion de ce qui reste de la Palestine. Ce sont des responsabilités très graves. Est-ce que c'est la responsabilité des Nations Unies ou des États membres des Nations Unies qui ont complètement, à mon avis, délégitimé petit à petit les Nations Unies et ce qui est leur fonction, soit de gardien de la paix, soit de gardien du respect basique des droits humains et des principes d'égalité entre les pays. Bien sûr, c'est un échec et c'était de plus en plus grave depuis le 7 octobre. Aucune question, c'est vraiment la chute du pouvoir des Nations Unies de prévenir des crimes et de les adresser. Soyons clairs, ce n'est pas la première fois. On n'a pas oublié le Rwanda, on ne va pas oublier la Bosnie. Mais le fait qu'il y a les experts, disons, de droit international, mais même on a le professeur William Schabas, le Canadien, quand même, il était un des premiers à identifier de façon courageuse ce qui se passe parmi, disons, les académiciens, ce qui se passe à Gaza comme un génocide. Mais il y a aussi des historiens de génocide, des historiens israéliens. Raz Sigal, Omer Bartov, Amos Goldberg. Il n'y a pas de doute dans le milieu, disons, intellectuel, académique, que ce qui se passe, c'est un génocide. Mais je vous dis, on ne doit même pas le reconnaître en tant que génocide accompli pour le prévenir. Et le fait que, pas seulement on ne l'a pas arrêté, on continue à déclarer que ce qui se passe à Gaza est une guerre, et à dire que Israël a le droit à se défendre,
Mais c'est pour ça que je dis, c'est pas seulement la fin de ce qui les Nations Unies célèbrent en tant qu'organisation. C'est une trahison des principes véritables qui ont mené à la création de cette organisation. Et c'est fait par des États de façon vraiment hypocrite et convaincue. Et c'est, bon, je dis, on doit quand même, jusqu'à quand il y a des vies à sauver, on ne doit pas se sentir défait, on ne doit pas se sentir vaincu, parce qu'on n'a pas ce luxe, nous. Ceux parmi nous qui ont le privilège doivent l'utiliser pour empêcher de continuer ce génocide qui a un but très clair. Ce n'est pas un génocide finalisé au génocide, c'est un génocide pour la prise de la terre qui reste aux Palestiniens. Jusqu'à quand il y aura des Palestiniens, des oliviers, quelque chose qui est la vie des Palestiniens pour les Palestiniens là-bas, il faut intervenir. Et je le dis, dans l'intérêt des Palestiniens et de l'intérêt des Israéliens aussi, parce que dans cette déshumanisation et cette brutalité, il y a la fin de l'humanité des Israéliens aussi. Puis comme sous-question... est-ce que vous craignez de publier rapport sur rapport sur rapport sans aucune conséquence et peut-être être habité par un sentiment d'impuissance dans vos fonctions? Ah bah oui et ah bah non. Dans le sens, oui et non. Dans le sens, je pense que ça se voit, la frustration que je porte quand je vais aux Nations Unies. C'est documenté. Mais est-ce que je pense que c'est la même frustration que mon prédécesseur, le professeur Michael Link, qui est canadien aussi, avait dans son cœur, et ceux-là qui l'ont précédé? Franchement, on a un peu l'impression de parler avec des mannequins, que tu regardes et tu dis oui, on le sait, après ils ne font rien. Mais ça, c'est malheureusement la fonction à laquelle on a condamné la diplomatie. C'est un mot élégant pour parler d'indifférence, Laissez-moi être gentil, on s'arrête à l'indifférence. Mais non, je pense que quand même, on a un monde qui se réveille, qui comprend l'importance de se fédérer, de se unir. Là, on découvre aussi la signification du mot solidarité dans une façon plus véritable, qui n'a, franchement, dans ma vie, et je ne suis pas née hier, je n'ai jamais vu. C'est-à-dire, moi, j'étais plus jeune quand on se battait contre la guerre en Irak, que c'était une guerre injuste, et on ne doit pas encore investiguer, s'interroger sur ce qu'on a fait au peuple irakien, mais on n'était pas autant articulé, autant visionnaire, autant conscient de périls qu'on vit, des défis globaux et aussi des interconnexions qu'on a à travers les différents défis. Il y a une conscience globale qui s'est réveillée à travers le génocide du peuple palestinien. Et malgré le fait qu'ils veulent, disons, il y a une coalition qui veut nous empêcher, surtout en tant qu'Occidentaux, et moi je dis en tant qu'Européenne, je me sens vraiment interpellée tout en venant d'un pays qui a contribué plus que les autres au génocide du peuple juif. C'est à la lumière de ça que je porte une responsabilité dans moi de dire non, jamais plus de façon véritable, parce que c'est dans la déshumanisation des Juifs et des Juives que la possibilité de créer les camps de concentration a germiné. Et c'est comme ça qu'on peut aujourd'hui tuer 17 000 enfants. Et le monde n'est pas en révolte. Bien sûr, le monde est en révolte, mais il y a quand même la puissance de la politique qui s'impose sur nous. On ne doit pas... C'est normal de souffrir, c'est normal de pleurer, c'est normal de se sentir enragé, mais on ne doit pas s'arrêter à ça. On doit lutter. Moi, je dis toujours, il y a aussi de l'égoïsme dans la lutte qu'on mène pour sauver les Palestiniens.
Parce que si on arrive à sauver les Palestiniens aujourd'hui, on sauvera quelque chose de nous aussi, de notre humanité. On ne peut pas survivre et regarder nos enfants dans les yeux tout en sachant qu'on a laissé mourir à des enfants innocents à Gaza. On a déjà failli d'en sauver beaucoup de gens, mais aujourd'hui on ne peut pas parce que ça c'est télévisé, c'est vraiment sur nos portables. Chaque seconde, comment on peut tourner la tête de l'autre côté. Et alors, on doit faire tout ce qui est possible pour arrêter ça, pas seulement dans les rues, mais dans les tribunaux. On doit vraiment commencer à mener des actions judiciaires contre les responsables, ceux-là qui sont complices au niveau politique, au niveau économique, au niveau financier. Voilà, c'est pour ça que j'ai décidé aussi de m'investir dans l'examen de tout, dans l'enquête de tout ce qui sont les relations économiques, financières, militaires, stratégiques connectées à ce génocide qui semble impossible d'arrêter. Pourquoi ? Parce que finalement, c'est toute une structure, c'est tout un système de connivence. Et c'est là qu'on doit arriver à dire aussi, vous savez, il y a quand même un fonds pension ici, un système de fonds pension, comment il s'appelle La Caisse de dépôt et placement du Québec. Et bravo, oui. Moi, ça, c'est une des choses qui me choque le plus parce que c'est sur ça qu'il faut faire de l'information parce que tout le monde veut garder des petites épargnes, non, pour s'assurer de ne pas vivre ou mourir en pauvreté. Mais est-ce qu'on le sait que ça va financer la fin d'un peuple en Palestine? Comment c'est possible que ce pays se refuse même d'empêcher ce qui est produit en exploitant le territoire, les ressources du peuple palestinien soit même étiqueté? On ne doit pas les étiqueter, on ne doit pas les faire entrer dans ce pays, point, la ligne. Mais au minimum, ça c'était avant le 7 octobre. Ça, c'était le minimum historique de ne pas avoir du commerce avec les produits en ressortant des colonies. Bon, maintenant, avec un génocide en cours, on doit être plus attentif sur ce qui concerne les obligations de cet État. Et comme je l'ai déjà dit, ce que je pense qu'il faut faire, mais il faut vraiment qu'en tant que citoyens et citoyennes conscientes et responsables, on s'engage plus. Oui, bonjour, Raphaël Drouin de Radio-Canada. Vous commencez une tournée canadienne. Qu'est-ce que vous souhaitez accomplir et à quel point le Canada peut vraiment avoir un impact sur ce qui se passe à Gaza? C'est un peu bizarre de l'appeler une tournée parce qu'en fait, c'est une visite qui a été organisée surtout par des universités. C'est des gens comme vous, en fait, qui m'ont invité. Oui, j'aurais dû rencontrer aussi les membres du gouvernement. Je ne sais pas bien exactement ce qui va se passer, mais je ne serais pas surprise s'il ne veut pas faire se rendre la possibilité de me rencontrer, se faire ce cadeau. Mais quel est le but de me faire écouter? Ils m'ont invité afin qu'on puisse parler du contenu de mes rapports et de comment les recommandations que j'adresse aux États puissent être mises en œuvre au Canada. C'est ça que je pense. Il y a quelque chose de plus qui se passe maintenant et ça s'avère dans tous les pays où je vais, dans toutes les villes où je vais, dans toutes les universités et aux conférences de presse. Il y a une souffrance cachée dans nos sociétés immense. Parce que déjà, on est dans un contexte qui ne nous permet pas d'élaborer le deuil. Et les gens n'en peuvent plus de voir des enfants massacrés le jour par jour. Et là, je pense qu'il y a aussi un moment un peu de deuil collectif qui se libère dans les rencontres que j'ai faites. Ça, c'est vraiment bizarre, mais je l'enregistre ici aussi. Pas seulement hier, j'étais dans un événement inattendu et c'était ça. On termine de pleurer tout le temps parce qu'on souffre. C'est la façon aussi de démontrer, de se rappeler qu'on est des êtres humains. On l'oublie avec les politiciens qu'on a, n'est-ce pas?
Et justement, qu'est-ce que le Canada peut faire? Est-ce que le Canada a vraiment le pouvoir de changer les choses à Gaza? Non, c'est pas qu'elle a le pouvoir, elle a le devoir. À le devoir. Moi, je suis pas là à implorer le gouvernement qu'il fasse des actes de charité envers de bénévolat envers le peuple palestinien et les Israéliens qui veulent la fin de l'apartheid, la fin de la colonisation. Moi, je trouve que le Canada a plusieurs responsabilités. Parce que le Canada, comme tous pays occidentaux qui appuient, pas les États-Unis, parce que les États-Unis sont le chef d'œuvre. Mais tous les autres, on est petits. Même chose en Australie, en Nouvelle-Zélande, on est petit, on fait assez. T'es petit, fais ton devoir quand même. C'est pas que t'es petit et tu dois suivre le Big Brother au moment où on soutient un génocide. On est mieux que ça. Et le Canada, quand même, a une histoire qui l'oblige à reconnaître les malfaits de la colonisation. C'est ça, c'est pas seulement de demander, de présenter des excuses aux peuples autochtones dans ce pays, c'est d'aider des peuples autochtones à ne pas disparaître, à ne pas être subjugués. C'est ça la responsabilité. Si vraiment le Canada est honnête envers ces peuples autochtones, aujourd'hui, il faut qu'il aide le peuple palestinien à ne pas disparaître, premièrement. Et ça signifie pas vouloir la destruction de l'État d'Israël. Moi, je n'ai rien contre l'État d'Israël, ni surtout pas contre les Juifs et les Juives, à Israël, dans ce pays et ailleurs. Si Israël était chrétien, musulman, bouddhiste, ou de toute autre religion, mon discours serait pareil. Parce que ce que je critique à l'État d'Israël, ce n'est pas ses principes religieux, ce n'est même pas son idéologie. C'est les résultats de son idéologie, de sa doctrine idéologique qui s'avère en tant que politique meurtrière et génocidaire, évidemment, contre le peuple palestinien. Et c'est pour ça que je demande au Canada de se conformer à ses obligations émanant du droit international, de ne pas aider et assister d'aucune manière ce qu'Israël commet en tant qu'acte illégal. L'occupation est illégale. Michael Lynk l'a dit avec une clarté sans précédent le 2017. Mais non, il y a aussi une décision, une ordonnance de la Cour de justice internationale qui le dit. Pourquoi le Canada ne se désengage, ne se soustrait à la coopération avec l'État d'Israël? C'est un État qui commet des crimes. C'est pour ça que le Canada, comme tout autre État, doit faire un audit de toutes les relations diplomatiques, politiques, économiques, militaires, stratégiques, toute forme de partenariat et tout ce qu'il y a avec l'État d'Israël, pas seulement avec les colonies, parce que les colonies sont un projet étatique visant à annexer ce qui reste du territoire palestinien tout en chassant les Palestiniens. Et voilà, on ne doit pas le soutenir et doit aussi essayer de mener d'avant la justice, comme l'a fait avec la Cour pénale internationale dans le cas de la Russie, mais je dirais plus, comme l'a fait auprès de la Cour de justice internationale dans le cas du Myanmar, où la vie des Palestiniens veut moins que la vie des gens qui ont été génocidés au Myanmar. C'est ça qu'il faut demander à votre gouvernement fédéral et aussi à votre gouvernement québécois, parce que c'était quand même avec un peu de choc que j'ai compris que la délégation générale du Québec a ouvert quand même un bureau à Tel Aviv le mois de juin. Quand même, au moment où il y a des actes, vous ne voulez pas l'appeler de génocide, quand même, ils avaient déjà tué plus que 32 000 personnes, 32 000 Palestiniens, plus que 13 000 enfants déjà.
Et voilà, quand même, il y a des responsabilités aussi très proches chez vous. Merci. Firas Kefi pour la Converse. J'ai deux questions. L'UNRWA est actuellement au centre de la polémique par rapport au Parlement israélien qui essaie de la bloquer. Quel serait le bilan humanitaire d'un arrêt des activités de l'UNRWA dans les territoires palestiniens, à Gaza et en Cisjordanie? Et puis, on a beaucoup écouté, vous-même, le secrétaire général de l'ONU étant banni d'Israël. Il y a une stratégie d'assèchement des financements des agences onusiennes qui viennent en aide aux Palestiniens. Quel serait le coût de ces arrêts de financement et quelles conséquences directes de celles-ci? Merci. Alors, je pense qu'il y a plusieurs conséquences et plusieurs considérations à faire derrière les manœuvres d'Israël d'anéantir le UNRWA. Le UNRWA est l'agence des Nations Unies qui prête secours humanitaire aux Palestiniens depuis le 1949. Et en fait, ce n'est qu'une partie de l'engagement et de la responsabilité que les Nations Unies ont envers le peuple palestinien. Parce que la première agence qui a été créée par les Nations Unies, c'est la Commission des Nations Unies pour la conciliation, United Nations Conciliation Commission for Palestine, qui a été réduite à un état comateux et comme a été définancé et franchement n'existe plus. Disons, je pense qu'il y a un atteint de réduire au même état le UNRWA, mais avec des conséquences beaucoup plus graves. Tout d'abord, UNRWA est une agence qui gère quand même la filière de l'aide qui a été garantie aux Palestiniens, surtout pendant les années du blocus. Gaza, avant le 7 octobre, avait été déjà 16 ans sur un blocus féroce où les Israéliens disaient « Ah non, ce n'est plus occupé ». Non, c'était occupé et Israël gérait et déterminait tout ce qui rentrait et sortait de Gaza, y inclut la nourriture, et qui était juste suffisant pour ne pas produire une famine à Gaza. Et quand même, suite à 5 conflits qu'il y avait eu contre Gaza, qui avait tué avant le 7 octobre 5000 personnes, y inclut 1200 enfants, on ne pense jamais à ce qui s'est passé avant le 7 octobre à Gaza, mais la situation a été très grave. Mais quand même, on va gérer l'aide alimentaire, les écoles, des hôpitaux qui donnaient assistance à la plupart de la population de Gaza. Pourquoi frapper UNRWA? Parce que c'est une façon pour accélérer la destruction des Palestiniens à Gaza. C'est pas possible de se situer à ce moment-là, et surtout les écoles, et surtout le fait que UNRWA n'est pas seulement l'agence humanitaire. UNRWA est une partie de l'identité du peuple palestinien. Ça nous plaît ou pas, c'est une partie du peuple palestinien, parce que le peuple palestinien est un peuple de survécu à la Nakba, de survécu à une attente effacée de la terre. Déjà, le 1948, le fait que ça ne s'est pas passé, c'est un miracle pour les Palestiniens, et ils le doivent à eux-mêmes. Mais disons, UNRWA a été le réseau qui a permis aux Palestiniens de se retrouver unis à travers les fragments de l'exil. Et c'est pour ça qu'Israël est tellement agressif envers UNRWA. Ça n'a pas commencé le 7 octobre, les accusations de terrorisme. Moi, je travaillais dans le bureau des affaires légales de UNRWA. Ça fait 15 ans à peu près. Et déjà, les accusations étaient telles quelles. C'était une organisation qui soutient le terrorisme, qui soutient l'antisémitisme. Il n'y a jamais eu d'épreuves. Tandis que moi, déjà à l'époque, je disais, est-ce que vous avez vu les textes scolaires des Israéliens?
Est-ce que avez-vous lu ce que la prof israélienne Nurit Peled écrit de ce qu'il y a dans les textes scolaires des Israéliens? Parce que c'est la haine. C'est la haine de toute forme. Et ça passait complètement inaperçu. La réponse des internationaux, quand même, on ne finance pas les bouquins des Israéliens, mais quand même, on leur donne des armements et des milliers de chaque année, billions de dollars, toutes les années pour les soutenir, quand même. On doit s'apercevoir de ce qui se passe entre les Israéliens et les Palestiniens. Et voilà, et c'est pour ça que je pense que derrière UNRWA, il y a un attente d'effacement du peuple palestinien, qui fait partie de l'effacement colonial. Et bien sûr, il y a une stratégie de sèchement des agences, mais là, ce n'est pas seulement Israël. Là, c'est Israël, les États-Unis qui continuent à menacer le système onusien avec des tactiques qui, vraiment, moi c'est choquant ce que je vois, mais quand j'ai lu la lettre intimidatoire que des parlementaires américains ont eu le courage de signer en menaçant le procureur de la Cour pénale internationale parce qu'il avait mené une enquête finalement contre des leaders israéliens et contre des leaders du Hamas qui ont été tués déjà. Et ils l'ont accusé, mais d'une façon, vraiment, le langage est mafieux. Mafieux. On sait où tu vis, on sait où tu es, toi, ton équipe et ta famille, quand même. On aurait dû être choqués en tant que monde occidental de ce langage. On ne protège plus le système, le multilatéralisme. Et moi, je dis, c'est une tragédie. Parce que ça va nous manquer quand on ne l'aura plus. Bonjour, Chloé Bourquin pour la presse. Je me demandais, selon vous, pourquoi le Canada continue d'envoyer des armes malgré qu'il dénonce aussi la situation là-bas à Gaza? Moi, je ne sais pas pourquoi. Il faut le demander au gouvernement canadien. Moi, je sais que c'est contre le droit international. Moi, je me limite à, comme je n'ai pas rencontré le gouvernement, comme je ne sais pas si je vais rencontrer le gouvernement, jusqu'à présent, je n'ai pas lu rien de convaincant qui justifie la violation du droit international. Je sais que tout en continuant à transférer des armements et à garder, j'insiste, d'autres types de relations avec un État qui commet des violations du droit international tel que cela qu'Israël commet, le Canada n'est pas en train de respecter ses obligations du droit international, y inclut des résolutions du Conseil de sécurité, c'est là portant sur les colonies, la décision de l'ordonnance de la les ordonnances de la Cour de justice internationale pour la prévention du génocide depuis janvier cette année, et aussi maintenant la décision de la Cour de justice internationale dénonçant l'illégalité de l'occupation. Le Canada est obligé à changer de démarche. Et surtout, ce qui m'étonne, c'est l'incapacité de considérer les Palestiniens comme des êtres humains. Désolée, mais c'est ça finalement, parce que moi, j'ai condamné sans aucune hésitation ce qui s'est passé le 7 octobre. Et je dis, c'est avec cette capacité d'être ferme en condamnant des actes contre les civils qu'on doit être ferme en condamnant des actes contre les civils palestiniens. Je ne fais pas de différence entre les Israéliens et les Palestiniens, même si je reconnais que les Israéliens sont la puissance occupante, que les Israéliens maintiennent un système d'apartheid que les Palestiniens subissent. Il n'y a pas une équivalence entre les deux. Et le Canada ne reconnaît pas ça. Le Canada est encore là à parler de deux États. Le Canada n'a même pas reconnu l'État de Palestine. C'est quand même pas c'est-à-dire, c'est quand même un peu incohérent, non ? Et voilà, je ne demande pas de la solidarité, je demande de l'application du droit international de façon universelle. Comme au Myanmar, comme en Ukraine, la même chose doit se passer en Palestine.
Et dans la suite, vu que vous n'allez peut-être pas rencontrer le gouvernement dans les prochains jours, si vous aviez la ministre Mélanie Joly devant vous, qu'est-ce que vous pourriez lui dire? Et non, si je veux le dire après, ça va être sûr qu'elle ne me rencontre pas. Je fais surprise. Non, alors, une chose. Alors, ce n'est pas le seul gouvernement qui est dans l'ambiguïté quand il s'agit de Palestine. Parce que j'ai entendu et j'ai lu des actes et des mesures prises par ce gouvernement envers d'autres situations, en Russie, Ukraine, Myanmar, Inde. C'est-à-dire, c'est pas que c'est un gouvernement sans courage, sans moralité. Non, c'est un gouvernement qui a fait des choses importantes. Ma question serait, ça commencerait avec, pourquoi pas la Palestine? De quoi avez-vous peur? De quoi avez-vous peur? Il faut faire la chose juste. Et je pense, je ne sais pas si je me trompe, mais quand même, ça partit du Québec, l'action d'opposition à l'apartheid, n'est-ce pas? Et on peut le faire cette fois aussi. C'est clair que ça a un prix. Et aujourd'hui, plus qu'auparavant. Mais faire la chose juste, c'est quelque chose qui va nous consacrer, qui va consacrer notre image à l'histoire beaucoup plus que faire le choix mauvais, quand le choix mauvais signifie un génocide. C'est ce que je me sens de dire aujourd'hui. Zoé Arcan pour le Journal de Montréal. Qu'est-ce que vous pensez, Mme Albanese, du groupe Samidoun qui a récemment été placé sur la liste des groupes terroristes au Canada? Je ne pense rien parce que je ne connais pas bien les raisons pour lesquelles le Canada a fait ça. Franchement, je dois juger avec mes yeux et à la lumière du droit international. Parce que même Nelson Mandela, et je ne veux pas faire un parallèle entre Samidoun et Nelson Mandela, il faut être super clair. Mais c'est seulement pour dire que même Nelson Mandela a été considéré un terroriste. Alors, moi, je serais la première à utiliser le mot terrorisme quand les États auront le courage de signer un traité portant sur le terrorisme en tant que définition objective et universelle, pas selon des critères établis par les uns et les autres. Et ceci dit, j'en sais rien de Samidoun, voilà. Mais normalement, ce que je fais, c'est d'étudier, de prendre des décisions, parce que je sais d'où ça va mener. Pourquoi je n'ai pas participé à la conférence hier? Parce que je venais d'une mission chargée. Je n'ai pas eu le temps de regarder dans le détail ce qui se passait. Alors, comme il y a des douzaines de personnes qui ont travaillé à cette mission, pour m'avoir là, la possibilité que ma participation dans un événement où je n'étais pas sûre au 100%, qu'est-ce qui était juste faire, m'a porté pour un principe de précaution à me comment dire, me retirer. Ne pas participer, me retirer. Mais ça ne signifie, ça n'est ni un jugement sur l'organisation, sur les autres participants, rien que ce soit. C'est simplement le principe de précaution parce que je ne savais pas, j'avais pas tous les éléments pour juger. Mais sinon, toutefois, comme j'étais menacée ou bien attaquer des gens que je connaissais très bien en tant que n'importe, avec des accusations qui n'avaient aucune connaissance de la réalité. Je ne suis pas quelqu'un qui se soustrait. Je ne suis pas quelqu'un qui a peur de mettre, de participer en première personne contre les manipulations. C'est simplement que je ne connais pas assez la situation ici. Donc, c'est parce que vous ne connaissiez pas assez la situation que vous avez décidé de ne pas participer de ne pas faire votre discours à cette conférence? Oui, et parce que ça risquait. Ça aurait été utilisé comme excuse pour mettre en péril toute autre
activité que j'avais organisée avec des dizaines et des dizaines de gens qui travaillent depuis 6 mois pour organiser ma mission. Alors, si je devais sacrifier quelque chose, je préférais sacrifier cette conférence. Peut-être j'ai commis une faute, je ne le sais pas encore, je vais le savoir mais c'était un principe de précaution et de protection et c'était ma décision. Ma décision, d'une façon pour respecter les gens parce que j'ai vu, mais ça fait des semaines qu'on menace de ne pas me faire entrer au Canada, mais même si non, mais vraiment, c'est ridicule. J'espère que les gens dans ce pays, et ce n'est pas une question d'être de droite ou de gauche, pro-Palestine ou pro-Israël, mais on doit se rendre compte de combien c'est ridicule ce qui se passe maintenant. Je suis une experte indépendante, même pas payée par les Nations Unies, qui fait ça en tant que bénévolat, qui parle au nom du droit international et d'un peuple que c'est maintenant, pour un peuple que maintenant a perdu 42 000 personnes au mois, et il y a des Israéliens qui les soutiennent. Et il y a des Juifs et des Juives qui viennent me remercier dans tout événement que j'ai fait. Et devant ça, je dois me sentir accusée par des gens qui n'ont même pas le courage de venir, de se confronter dans un débat, un débat académique. C'est pour ça que je dis pas de polémique. C'est pour ça que je dis je sacrifiais ma participation à cet événement afin de garder tout le reste. Voilà. Merci. Il y a des questions en anglais. Juste avant, si vous permettez, j'aimerais juste mentionner à propos de la liste. Donc, le 15 octobre dernier, le gouvernement du Canada a annoncé l'ajout de l'organisation Samidoun sur la liste des entités terroristes. Et 2 jours plus tard, la Coalition pour la surveillance internationale des libertés civiles, qui est une coalition pan-canadienne dont la Ligue des droits et libertés est membre, a réitéré sa demande d'abolir cette liste des entités terroristes parce qu'elle est arbitraire, secrète et attentatoire aux droits. Donc, on trouvait important de le mentionner aujourd'hui. Hi, Jules from CKUT Radio. A question in English. You spoke obviously about countries like Canada's failure to meet their obligations under international conventions, the targeting of UN bodies and defunding. We may see a Trump presidency even in the next few days. I'm wondering if you could talk about the future of international institutions, bodies like the UN, under these threats from states who are not meeting their obligations. Are we at an inflection point for bodies like the United Nations and for the international consensus? Yeah, thank you. Shall I answer in English or in French? English, yeah. Okay. I'm really worried. Because I think that we are sacrificing something that has a huge potential and has been very useful, especially for us in the West, to maintain peace and stability. It has been our protection, that multilateral system, and we have used it in a pretty selfish way, because I'm sure that if we ask any other people from Somalia to the Congo to the Sudanese, I'm serious. There has been war seeded all over and for decades, but we in particular, Western states, have benefited from it. And right now, the system is failing politically, from a legal point of view, because when I hear again the security, there is no one other than us independent experts raising our hand and saying this is not self-defense. This is not self-defense, this is something else. No one says that Israel has not the right to use self-defense if threatened or attacked by a state, but this is not self-defense. So there is a failure to uphold international law, international humanitarian law. The moment we condone, and I said it in March, the moment we condone this script that Israel has imposed in Gaza, that every civilian can be killed because it's been targeted as terrorists or human shields
or collateral damage if everything, schools, mosques, churches, archives, libraries, bakeries, pipelines for sewage or electricity or water, if farming land, if fishing boats, if schools, if universities become legitimate targets and destroyable, this is a world without civilians. There is no protection anymore. 6 months later, Israel starts imposing the same scripts on the Lebanese. Israel is doing the same thing, and no one is really reacting. Again, what Israeli civilians have endured on October 7 is horrific. And what the Lebanese have endured in the past 4 weeks, the explosion of the pagers, it's something that should have let us hit the roof. So you see, there is, again, it's a club, it's a bloc. The Western bloc protects Israel. We have chosen, and the moment the rules, so there are rules, there is a system to enforce the rules, and it becomes ineffective because we have dismantled the possibility for the international order to work. This is the beginning of lawlessness. This is a beginning of a declaration of war toward the others. That's it. So again, I fear the moment there will be, so the realization of what we are doing will daunt on everyone because there are no rules anymore. The system, if the system doesn't work for everyone equally, why would we expect that the other members of the United Nations keep on following the rules? So, yeah. And then just a follow-up question. You mentioned the importance of formally recognizing Israel as an apartheid state. Obviously, you mentioned the difference between people often calling it the war in Gaza versus a genocide. Why is it so important that we use terms, individuals, journalists, politicians, use these terms and say, no, Israel is an apartheid state. There is a genocide going on in Gaza. What's the importance of that? It's important for a number of reasons. And let me start with the legal argument first. Although it might not, no, it's important because the way you diagnose the problem determines the measures you identify to resolve it. And talking forever about the Israeli-Palestinian conflict has confused the mind and has projected upon us this false equivalence between the Palestinians and the Israelis, obscuring and muting the reality that it might be a conflict, but it's a conflict between a colonizer and a colonized. Where is the army? Where is the Palestinian army? And again, I'm not saying that the Palestinians are not fighting, that the Hamas or other Palestinian armed groups do not have means in their hands. It's not exactly a word, though. And it's, again, because it's an unlawful occupation, I mean, people can get horrified as they want, but international law recognizes the rights of oppressed people to resist occupation, apartheid, and regimes like that. And the force that is used and the violence that is used is determined by the occupation power, by the apartheid state. But the ones who uses violence first and foremost to determine the scale of its oppression, the nature of its oppression, and the length of its oppression. So, again, I know that in this country, mentioning the word apartheid is a taboo. But why so? I mean, I can tell you why it's apartheid. I want to hear those who say, no, it's not apartheid. I want them to sit with me and tell me why. There are thousands of pages of human rights written by human rights organizations, Israelis, Palestinians, Human Rights Watch, Amnesty International, and more, and universities, including Harvard University, documenting why it's apartheid. It's the most documented apartheid ever.
Why do we, and again, even the International Court of Justice has mentioned racial segregation and apartheid without elaborating, but again. And so what is to be done, it's to name it, because by name it, we will overcome the fear of embracing the solution. So there should be at least a disengagement from Israel as an apartheid state, as I said. And yeah, the fact there is another implication. It's so violent, the non-recognition of the reality on the ground. And this is the same violence that has been imposed on the indigenous people throughout colonialism. Because and for me, this has been the discovery of the past 2 years, because if you read the decolonization history, if you read colonial studies, the literature or history are replenished of this, of violence against the indigenous people justified as counterterrorism, counterinsurgency, even imposing the language that the indigenous people have to accept, have to conform with. I mean, even but the fact that Palestinians, including in these countries, have been asked over and over and over, do you condemn October 7? Of course, from a legal point of view, who can't be against what Israeli civilians have endured? But even journalists to transform themselves into judges all of a sudden. Who are you? Seriously, who gives you this authority? Where do you get this hubris other than the fact that you are white and privileged? I do, because eventually, I do expect a lot from everyone, because eventually we are human beings and we can change. It's all about seeing. And once we see, we cannot unsee anymore. And I also know that it's not about the choice of individual people. Very often, I mean, I cannot tell how many journalists have approached me, have written to me, including putting black on white, how depressed and depressing it was. Not all of us can quit their jobs. Not all of us. And so, again, I don't blame and I don't judge anyone, but still, it's the corporate media. It's the corporate media that is responsible, not only the individual journalist. So when I look at you, it's not you. It's again, I don't even know, frankly, I mean, I didn't want to put you in the spot. I should have looked at that. But again, this is I'm sorry, because this is a message to all the press. And the Western press has played such a vile job throughout this, because again, I don't know how it was here, but in my country there are still people writing about the 40 beheaded babies, the babies put in the oven. And now, you see, this is so dehumanizing also toward the Israelis, because how are the crimes that they have endured on October 7 less serious if we take out these lies, these fabrications? It's so violent. And again, but the brutality that has been added is to make sure that the Palestinians are portrayed as savages, therefore deserving what has been inflicted upon them. But again, this is why I say it will be judged. There should be an investigation on the role that international corporate media, particularly Western media, has played throughout this genocide. I think we need to go. So we'll have a last question in English. Just quickly for my colleagues at CBC, and I'm sorry if this is redundant, but what's your message to the Canadian government regarding their stance on Gaza and their implication in the war happening? Yeah, I think my message to the Canadian government is probably threefold. What I said, and sorry for repeating myself, but is I'm here as I was a few days ago before the General Assembly and about 6 months ago before the Human Rights Council, reminding you and other member states to abide by international law. I'm not imploring for your charity. I'm not appealing to your morale.
I'm asking you to respect international law because this is what you are supposed to do. The other thing is there is... Oh, pardon. Oh, sorry. Ah. I'm sorry. No, in fact, I had registered that this is in English. And no, the second, this is really sabotage. Yeah, sure. This is now you blocked the train of thought. Just a second, let me get well back. paid for that. Yeah, yeah. No, the other thing, no, the morality, I leave it to the priests and their conscience if they have one. But the legal obligations, it's about treaties, it's about obligations you have before the International Court of Justice. And because of the UN Security Councils and General Assembly resolutions, and because of the treaties you are party of, including the Genocide Convention. I'm not interested in debating and convincing why it's genocide. It's written in my reports, and it's, again, unmissable. But a state which has a colonial past, like this one, has a heightened responsibility to clear the record with the past and to help colonial people liberate themselves from the yoke of colonialism. This is going to be an act of rehumanization both toward the Palestinians and the Israelis. And the first action that should be undertaken by this government is to ensure maximum transparency through a 360 degrees audit, revealing and ensuring clarity about all relations that Canada has with the State of Israel, from an economic, political, diplomatic, military, strategic point of view. Because any act of trading, buying, or selling connected to Israel's unlawful occupation, which is now resulting into the commission of atrocities, is going to entail responsibility for the Canadian government as well. And I don't think that this government wants to maintain this legacy, not only to have played a role into what is the genocide of the 21st century, and I say, let's hope it's the last one of human history, but also not to have done anything to disengage this country from that responsibility. Voilà. Thank you. Merci. Je voudrais juste mentionner que nos gouvernants fédéraux et provinciaux prétendent vouloir défendre un ordre mondial basé sur des règles. Il est question de génocide en Palestine en ce moment. Il y a des autorités académiques, juridiques et tout qui se sont prononcées là-dessus. On a une rapporteuse spéciale des Nations Unies ici, en ce moment, à Montréal. Elle ira à Ottawa ensuite. Je pense que nos responsables, Trudeau, Joly, Legault au Québec et Biron devraient rencontrer Mme Albanese. Et c'est pas bien parti pour ça, parce que le Comité permanent sur les affaires étrangères, il y a eu une proposition NPD, Bloc, pour qu'il y ait une rencontre informelle du Comité permanent sur les affaires étrangères avec Maître Albanese. Et les libéraux et les conservateurs ont voté contre. Donc, même à ce niveau-là, ça ne passe pas. Mais c'est au plus haut niveau que cette rencontre-là devrait avoir lieu, vu la gravité de ce qui se passe en ce moment. Merci beaucoup. Merci, Maître Albanese. Merci, représentants des médias et au public.